Donc, ravi d'être là, Romain et moi-même, pour vous présenter du coup cette masterclass qui touche sur le sujet euh, des projets en data science, du cadrage à l'industrialisation des solutions. Du coup, pour me présenter, moi c'est Hugo Fenech, l'un des fondateurs de Nextra, et j'interviens sur les projets de data science, notamment sur le volet chefferie de projet et cadrage des besoins business à l'exécution en production. Romain, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, Romain Jupy, moi je suis consultant data et data scientist à Nextra. Voilà, et donc ravi de pouvoir faire cette masterclass avec vous. Parfait, donc n'hésitez pas à poser bien évidemment vos questions, on a le temps et on prendra le temps d'y répondre en fonction des différentes questions que vous aurez. Alors, déjà pour poser un peu le contexte, l'objectif c'est de rappeler que, alors selon une source de Gartner il y a quelques années maintenant, que peu ou prou 80% des projets de data science ne vont pas en production. Aujourd'hui, bon, ce pourcentage descend un peu parce que la maturité, on va dire, des organisations grimpe d'année en année. Vous avez probablement dû rencontrer certaines d'entre elles pour ceux qui mènent des projets de data science. La plupart d'entre elles sont dues à un aspect de people and culture. Donc, premièrement, les raisons, les causes de ces projets qui ne vont pas en production, premièrement, c'est le manque de talent, c'est-à-dire d'avoir les bonnes personnes autour de la table, que ce soit des data scientists, des data engineers, des data analysts, et également le chef de projet data science. Nous, on y porte une attention toute particulière. Ensuite, c'est le problème posé sur la table. Ça veut dire que le sujet, c'est de poser la bonne problématique, que le business ait la possibilité d'exprimer ses attentes, ce qu'il souhaite. Et on va dire que l'expression du besoin dans un projet de data science, contrairement à un projet IT classique, est bien plus complexe. Et il faut aider le business en ce sens. Ensuite, c'est la différence de culture. On a d'un côté des personnes tech, des data scientists, des data engineers, data analysts, comme on l'a dit précédemment, et des personnes côté business. Euh, il est important d'aligner les deux populations qui ne connaissent pas forcément ce type de nouvelles problématiques et de pouvoir aligner les deux parties prenantes, notamment au travers de métriques. Ça, Romain le détaillera juste après. Une partie communication et sponsor, ça rejoint le point précédent. C'est-à-dire qu'il faut, ça coule un peu de source, ça peut, on va dire, on peut avoir des problématiques sur ce type de projet s'il n'y a pas de sponsorship. On a parfois des projets en fait qui sont isolés, qui remontent depuis l'IT en se disant, OK, je vais faire du machine learning, je vais faire de la data science, sans pour autant avoir de sponsorship, un soutien de la part de son management. Et donc après, on va avoir des couacs une fois qu'on va vouloir dérouler le projet, parce qu'il n'y aura pas de soutien de la part du sponsoring, du sponsor, et du coup aussi un soutien budgétaire, bien évidemment. Le dernier des volets, bah, c'est d'une manière générale, c'est une culture data science au sein de l'organisation. Euh, Ce type de projet, il faut être prêt à échouer et il faut que l'ensemble des parties prenantes qui vont participer au projet en soient tout à fait conscientes. Et donc, c'est tout un sujet de change management au sein des organisations de pouvoir réussir à avoir ce mindset-là lorsqu'on lance ce type de projet. Ensuite, il y a un volet data organisation. Alors là, on va mettre dedans beaucoup d'aspects. Ça va être les aspects déjà, est-ce que ma data est discoverable, désolé pour le terme en anglais, l'anglicisme, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir une possibilité de retrouver facilement des datas, d'avoir une infrastructure qui soit habile, agile pour pouvoir, on va dire, manipuler, analyser des données rapidement. La capacité d'industrialisation, ça c'est un point important, c'est-à-dire que les organisations n'ont parfois pas l'infrastructure IT, un data lake, un data mart, peu importe, qui permettent ensuite d'industrialiser ces solutions et de les maintenir en conditions opérationnelles. On va y revenir après. Il faut y porter une attention toute particulière dans ce type de projet. Le dernier des volets, bien évidemment, c'est la qualité des données, le dataset not relevant. Ça peut partir de la qualité et de la quantité, de pas mal d'aspects. Également de la transformation de données, parce que généralement, on part d'une donnée brute que l'on va transformer pour pouvoir la travailler dans notre projet data science. Il faut qu'elle soit pertinente et il faut qu'elle soit efficace. Et donc, tout ça, donc, comme on l'a dit, c'est la plupart de ces causes sont dues à des facteurs humains. On le voit, la partie prédominante en bleu. Et pour tacler ça, nous, ce qu'on va tenter de vous présenter aujourd'hui, c'est une méthode de projet data science, de gestion de projet data science, pour aboutir sur des data projects. L'objectif, c'est vraiment d'aboutir sur des produits data qui soient activables pour le business et utilisés par les parties prenantes au final. Ça peut être
des clients internes ou des clients externes, si on parle à des clients finaux. Voilà pour l'introduction et les principales causes qui font qu'aujourd'hui, entre 60 et 80 des projets ne vont pas en production. Et donc, ça coule de source si on continue. On est parti des causes. Bien évidemment, on va retrouver des facteurs clés de succès en face. On a commencé à en citer quelques-uns. Voilà, une vision claire, des objectifs business qui sont drivés par le management. Et ça, c'est réellement très important. C'est de dire du coup qu'il faut un sponsorship fort. C'est-à-dire que le management est prêt à mettre du budget sur la table pour essayer. Tout ne va pas partir en production parce qu'on est vraiment dans une philosophie de R&D. Et donc, il faut ce sponsorship qui soit fort. Des objectifs qui soient alignés avec les objectifs stratégiques de la société. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de data-driven stratégie. Et enfin, d'avoir de la valeur, bien sûr, pour les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien évidemment partir d'un besoin business et avoir de la valeur pour les utilisateurs finaux, qu'ils soient internes ou externes à mon organisation. Ensuite, les bons outils et les bonnes ressources. Donc là, on va faire on va dire un focus tout particulier sur la partie gestion de projet, mais il faut avoir également les données adéquates en quantité, en qualité, et donc il faut les avoir à disposition. Elles peuvent être aussi externes à mon organisation. Donc, c'est quelle est la stratégie que je mets en place pour pouvoir réussir à avoir les bonnes données externes que j'ai achetées ou pas, qu'elles soient open source ou pas, pour pouvoir travailler sur mon projet de machine learning en l'occurrence. On va faire un gros focus sur la partie machine learning aujourd'hui, quand on parle de data science. Les bonnes compétences, on a parlé des différents profils, et une infrastructure IT qui soit opérationnelle et des systèmes aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils dédiés à ce type de projet. On peut citer Alteryx, Dataiku qui permet de faire de la data science. Il y en a d'autres sur le marché, bien évidemment, sur les phases en amont de préparation, sur la phase de modélisation et après sur la phase, bien évidemment, d'industrialisation. Le dernier des volets, c'est tout ce qui est compliance et les pratiques MLOps. Vous avez dû très probablement entendre parler de tout ce qui est DevOps. Le MLOps, c'est le parallèle pour le machine learning. Et donc, les sujets derrière, on va traiter notamment en Europe de tout ce qui est GDPR, de l'IA éthique. On va aussi s'atteler à être compliance par rapport à nos aspects cybersécurité, comment protéger les modèles, protéger les données qui sont processées, etc. Et après, notre capacité à pouvoir, comme on le disait précédemment, maintenir efficacement les solutions une fois qu'elles sont en production. Voilà. Parce que de la même manière que lorsqu'on pense à un projet ou lorsqu'on capte un projet IT classique, on a lorsqu'on part en production euh, du bug fixing à faire, des évolutions, des montées de version. C'est la même chose. Il faut considérer dans un projet de machine learning, de data science, le fait que mes algorithmes doivent être maintenus en conditions opérationnelles car mes données évoluent dans le temps. Et donc, si on ne s'attelle pas à mettre en place les bons entraînements, avec toute la méthodologie qui va derrière, la méthodologie MLOps et les bons outils, on va avoir ce qu'on appelle du coup une perte de performance des modèles et in fine, les solutions ne seront plus utilisables, voire même dangereuses s'il y a de la prise de décision après derrière par les utilisateurs. Là, on vous a mis en bleu, du coup, les sujets que l'on va parcourir, du coup, durant cette masterclass, les sujets sur lesquels on va faire un focus. Les autres, on va les évoquer, mais on fera moins un focus dessus. OK. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on a 4 principales phases lorsqu'on mène un projet de data science. Et donc, le premier, bien évidemment, c'est le cadrage. On va voir un zoom sur chacun d'entre eux, donc je vais les parcourir rapidement. D'abord, un cadrage business. Pouvoir réussir à collecter les besoins business, à réussir à poser des métriques sur les besoins business. Et donc ça, il y a tout un sujet d'accompagnement, faire des workshops, expliquer ce qu'est la data science, expliquer ce qu'est un projet de machine learning pour les populations business, pour qu'ils soient en capacité d'exprimer leurs besoins convenablement. Ensuite, à la suite de ça, une fois qu'on va avoir du coup ce besoin business, on va cadrer notre projet d'un point de vue machine learning. Donc là, Romain va faire un focus dessus. On a tout notre cadrage IT avec tous les prérequis IT à prendre en compte pour mener notre projet de développement et après industrialiser la solution derrière. Si on est OK sur notre cadrage, au niveau budget, au niveau cahier des charges, au niveau de toutes les contraintes qui ont été prises en compte, on va avoir une session de go-no-go. Donc, on présuppose qu'il y a un go. Et à ce moment-là, on a un technical setup. On va monter les infrastructures. On va faire la préparation des données.
Et après, on va partir en development cycles. Sur la notion de cycle de développement, l'objectif, c'est d'avoir des cycles itératifs inspirés de la méthode agile, hein, qui nous permettent de tester des pistes de recherche, entre guillemets. C'est pour ça que nous, on parle souvent de cycle de R&D, pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif business qui a été posé initialement. Et donc, par rapport à ça, on va se dire, bah, OK, il faut 3 à 4 cycles pour mener le projet. On va les mener. Et en fonction des résultats qu'on obtient, on va essayer d'autres pistes de recherche. Une fois qu'on est confortable avec les résultats obtenus, on présuppose aussi qu'on a un go parce qu'on atteint les résultats ou bien on a le bon espoir pour atteindre les résultats. On va partir sur la phase d'industrialisation. Donc, on va mettre en production notre modèle, démarrer toute l'activité de CI/CD, de MLOps, qui va nous permettre de mettre en production notre modèle et de le maintenir en conditions opérationnelles. Donc voilà les 4 principales phases qui partent d'un besoin business initialement. On aurait pu mettre une étape 0 avec les besoins business initialement. Et qui fait que ensuite, on va avoir notre projet qui va être convenablement bien mené. Je laisse la main à Romain qui va présenter du coup les business objectives de son côté. Oui, merci Hugo. Oui, donc effectivement, voilà, Hugo parlait de cette fameuse étape 0, qui sont les objectifs business. Donc on va commencer par ça, avant de rentrer dans la partie cadrage. Donc effectivement, ces objectifs business, il y a quelques éléments clés à bien avoir en tête. C'est qu'il y ait des objectifs stratégiques clairs, qui motivent ce projet et donc ça, c'est important. Que toutes les parties prenantes soient alignées. En effet, souvent un projet de data science, il va pouvoir impliquer différentes directions, la direction financière, la direction opérationnelle, par exemple. Il va évidemment impliquer l'IT aussi. Tous ces gens-là doivent être bien alignés sur les objectifs, et ça, c'est un facteur important de réussite. Et ensuite, il faut que le problème, il soit bien clair pour tout le monde. Sachant qu'en plus, Hugo a parlé tout à l'heure des différentes cultures, tout le monde ne parle pas la même langue, donc il va falloir clarifier le business pour clarifier le problème et que tout le monde l'ait bien compris de la même façon. Et une fois que tout ça est réussi, on sécurise en fait le sponsorship fort tout au long du projet et par toutes les parties prenantes. Et c'est ça qui va permettre d'aller au bout, et de passer itération après itération et de garder la motivation du management sur le projet. Voilà. Pendant toute la masterclass, là, on va suivre un petit exemple pour illustrer un peu ce qu'on vous raconte. Donc l'exemple, on se place on s'imagine dans une entreprise de manufacture, automobile. Et donc le CEO a demandé à ce qu'on réduise les délais de livraison liés aux ruptures de stock. D'accord? Et donc pour ça, il faut, qu'on mette en place un outil de modélisation des ventes, donc de prévision des ventes, heu, pour améliorer du coup pour réduire les réductions de stock, les ruptures de stock, pardon. Donc ça va être notre objectif stratégique. D'accord? C'est notre donnée d'entrée. Et donc en fin d'étape 0, donc la définition des objectifs business, il va falloir en fait qu'on ait un niveau un peu high level des objectifs, business issus des objectifs stratégiques. Donc l'objectif stratégique a été fixé par le CEO. Maintenant, il nous faut un objectif un peu plus décliné, je dirais, sur, le business. D'accord? Il va falloir qu'on ait défini un objectif de performance business et il faut qu'on ait défini un peu le contexte d'utilisation de cet outil, de ce fameux modèle. Donc par exemple, ça va être par qui il va être utilisé? Dans quel process? Là, nous, on est dans un cas où il faut faire des prévisions de vente, pour réduire les ruptures de stock. Donc on va avoir un outil qui va être notamment utilisé par les gens en charge des réapprovisionnements et des approvisionnements. Mais du coup, et les gens en charge des réapprovisionnements, ils peuvent être à plusieurs endroits dans l'entreprise. Donc il faut que tout ça soit défini au moment du framing, donc du business objective framing, donc de cette fameuse étape 0. Vous voyez que là, on n'a pas encore parlé de data science pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez, on y vient. C'est le moment des focus où on pose des questions. Je te laisse continuer, Romain. Yes, merci. Ouais. Et donc du coup, alors ça nous mène au framing. Donc là, pour le coup, ça va être le cadrage du projet. Donc la première étape du cadrage du projet, ça va être ces fameux objectifs business dont on vient de parler. Ensuite, on va passer à une définition des objectifs de data science, au cadrage data science. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cadrage? On va comprendre les besoins business. Le data scientist, il n'a pas forcément participé à cette première partie qu'on vient de discuter.
Donc là, il va devoir comprendre les besoins business. Il va devoir définir ses objectifs de data science. Ça, on va en retoucher un mot juste après. Il va devoir identifier et analyser les données pertinentes pour adresser le problème. On va en parler aussi plus tard. Il va devoir parcourir un peu la littérature de la data science, pour essayer de la data science, c'est un milieu où il y a beaucoup de partage de connaissances, beaucoup de choses disponibles sur internet notamment, beaucoup de papiers de recherche complètement open source, aussi de librairies de data science. Et donc c'est pendant cette revue de littérature que l'équipe data science va se faire une idée un peu de ce qu'ils vont utiliser à la fois en termes de techno, mais aussi de modèles. Voilà. Et c'est une étape vraiment importante. La revue, elle peut aussi se faire sur les projets passés internes. Évidemment, on n'est pas obligé de se limiter à la revue open source. On peut aussi parcourir les anciens projets de l'entreprise. Ça peut notamment être intéressant pour avoir déjà des retours sur les données de l'entreprise. Ensuite, on va définir les méthodologies de machine learning. Et ça va du coup nous permettre d'identifier aussi les compétences requises et de commencer à construire notre équipe. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce cadrage un peu data science, on va faire un cadrage plus infrastructure. Donc, on va identifier les exigences de l'IT à la fois en phase de développement et en phase de production. C'est important de considérer les deux, surtout dans un projet de data science où en développement, on va aussi être potentiellement assez gourmand en calcul et en infrastructure. Il faut considérer aussi l'environnement global de l'entreprise. Donc, c'est là où il faut travailler avec les data engineers et le service IT de l'entreprise pour imaginer une solution qui soit compatible et qui prenne en compte les contraintes existantes. Voilà. Et on va enfin essayer d'estimer le dimensionnement de l'infrastructure. Ça, c'est une étape qui est difficile, qui peut se faire si on a un peu des ABAC internes, qui est impossible dans d'autres cas si on a très peu d'ABAC, mais c'est quand même bien de considérer le fait de le faire. Éventuellement, la conclusion, ce sera que c'est pas possible. Et tout ça, après, on itère avec le business pour vérifier qu'on est aligné toujours. Donc, il y a toujours cette notion d'alignement qui revient. Est-ce que le projet business est faisable, atteignable, vu le cadrage data science qu'on a fait? On va valider les données à utiliser et on va essayer de commencer à définir un budget. Et tout ce process, vous voyez, il est itératif. C'est-à-dire que et tout peut se faire un peu en parallèle et il est itératif et très collaboratif. C'est-à-dire il faut surtout que tout le monde se parle en permanence. Et à la fin de tout ça, on espère s'être mis d'accord sur les objectifs business, les objectifs data science, et il faut que tout ça se parle et soit cohérent. Voilà. Et donc, on arrive à un go no go. Est-ce qu'on fait ou pas le projet? Il ne faut pas négliger cette étape. Faire un no go sur un projet de data science, c'est pas du tout un aveu d'échec. Ça peut éventuellement être une bonne décision. Voilà. Évidemment, tout le monde est content quand c'est un go, mais il ne faut pas négliger cette étape. L'input, donc là, si on reprend un peu notre petit timeline, enfin, suivi ligne rouge du projet, pardon. Donc, il y a l'input, on va avoir les objectifs business, la performance attendue par le business. Et l'output, ça va être donc les objectifs data science, la performance attendue pour les modèles de data science. On va avoir identifié les données qu'on va utiliser et on les aura qualifiées. Ça, on en retouchera un mot. On va avoir notre plan de développement. Donc, ça, c'est notamment les cycles, combien on va en faire, l'équipe, la durée du projet. On va avoir les exigences IT et on va avoir peut-être un draft de budget, au moins pour le projet et si possible pour le run. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur quelques focus. Donc, si on fait un focus, donc là, on vient de parler d'objectifs data science. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on entend par les objectifs data science? Donc là, les objectifs data science, l'idée, ça va être de définir un peu plus finement ce qu'il faut prédire, quel est l'objectif de notre projet d'un point de vue data. Pour l'instant, on s'est dit qu'il fallait prédire les ventes de voitures. Bon, on va voir qu'il y a beaucoup de questions à se poser, notamment sur la granularité du produit. Quel niveau de modèle on veut prédire, par exemple? Est-ce qu'on veut prédire au niveau du modèle? 106, 206, 208. Est-ce qu'on veut prédire au niveau des catégories de véhicules, citadine, SUV, break, par exemple? Est-ce qu'on veut prédire nos ventes par couleur de voiture?
Blue, red, green. Ça, le couleur de voiture, c'est à moitié une blague, puisque si, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de ruptures de stock sur la peinture, par exemple, ça va être pertinent de prédire les voitures par couleur. J'en reviens toujours à notre problème de limitation des ruptures de stock. Donc vous voyez que là, déjà, on est sur des problématiques très différentes. Je passe vite ensuite, donc granularité temporelle à la semaine, au mois, au trimestre. Quelle agrégation on veut dans les prédictions, à quel horizon devant nous, combien de temps à l'avance on veut prédire, si 1 mois, 6 mois, 3 mois, et comment est la sortie de la donnée. Est-ce que c'est un fichier Excel? Est-ce que c'est un outil BI? Est-ce que c'est une API? Voilà, toutes ces questions-là sont pertinentes à poser et il faut les adresser pendant cette phase de cadrage. Et à la fin, ça donne évidemment aussi lieu à une priorisation, puisque tous les besoins n'ont pas forcément la même importance pour le business, d'accord? Donc il faut évidemment tout prioriser. On va faire maintenant un deuxième focus. Donc, on a parlé des objectifs, des niveaux de performance business et niveaux de performance data science, d'accord? Ça, c'est important. Ces 2 et la somme de ces 2 niveaux de performance, on va aussi parler de performance globale de produit, du produit global, qu'on cherche à développer. La performance business, on va aussi parler de online métriques et la performance data, on va parler de offline métriques. Pour vous montrer un petit schéma, voilà, si on résume, on a la performance produit qui en centrale, c'est la capacité du produit à atteindre les besoins. On a la performance du modèle qui va être la capacité à atteindre les objectifs data science. Et on a la performance business qui va être la capacité à délivrer de la valeur. Pour que ce soit plus clair, si on se pose la question sur toujours notre projet de fabrication de voitures, donc l'objectif, pour rappeler l'objectif stratégique, réduire les retards de livraison. Ça, c'était l'objectif stratégique. D'accord? Ensuite, on se pose la question, donc quel est notre objectif global produit? C'est de faire un modèle de prévision des ventes pour limiter les ruptures de stock, générant des ruptures de stock. D'accord? Donc, générant des retards de livraison. Donc ça, c'est notre objectif global produit. Maintenant, notre performance business, bah, c'est de réduire de 30 les ruptures de stock qui génèrent du retard de livraison. Voilà, assez. Et donc là, on a mis un chiffre. D'accord? Maintenant, on commence à parler vraiment avec des objectifs chiffrés. Et du coup, quelle est la performance data? Ça peut être, par exemple, faire une prédiction avec 5 erreurs de moyenne en pourcentage. Donc ça s'appelle la MAP en data science. Mean Average Percentage Error en anglais. D'accord? À ce moment-là, vous voyez qu'il y a quand même une question clé à se poser, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces fameux 5% d'erreurs de prédiction de nos ventes vont nous permettre d'atteindre 30% de réduction sur nos retards de livraison liés à des ruptures de stock? Bah, la réponse n'est pas évidente. Évidemment, là, c'est un exemple et donc il n'y a pas de concret derrière. On n'a pas de réponse à apporter à cette question. Mais dans vos projets internes, c'est une question qu'il faut se poser. Comment je m'assure que la online métrique et la offline métrique sont cohérentes? Et c'est pour ça qu'il faut quand même garder cette vue performance produit globale pour s'assurer de la cohérence globale. Hugo, je te laisse dire un petit mot complémentaire. Ouais. Oui, non, c'est nous ce qu'on constate réellement sur les projets, data science, c'est vraiment la nécessité et la difficulté aussi de pouvoir faire exprimer le besoin business, pour reprendre les 30 qui étaient illustrés précédemment par Romain. Et donc il y a tout un accompagnement, réussir à dire: «OK, on veut faire une prédiction d'une donnée. OK, quelle échelle de temps? Quel time horizon? Avec quel pourcentage d'erreurs? Dans les tranches de temps?» et cetera, et cetera. Et réussir à faire le parallèle par rapport à ces résultats et ces différentes caractéristiques et l'activation business qu'on va avoir derrière. Et ça, c'est réellement la complexité, c'est un des gros travails lors de la phase de cadrage, de réussir à faire ça. Pour aligner les 2 populations une nouvelle fois, là, on a mis, même langage avec un cœur carrément, pour réussir à aligner les deux populations et qu'il n'y ait pas de frustration. C'est-à-dire que le data scientist ne vienne pas à la fin d'un cycle en disant: J'ai surperformé, j'ai dépassé l'état de l'art qu'il y avait dans mon papier de recherche, les résultats sont excellents,
Et de l'autre côté, en fait, on n'a pas de traduction business de ça et les résultats qui sont obtenus, aussi intéressants soient-ils, ne permettent pas d'être exploités d'un point de vue business. Donc cet alignement en début de projet et tout au long du projet est une nécessité absolue pour que ça se déroule bien. Oui et donc merci. Alors il y a une question effectivement de Nicolas, merci pour la question. Donc c'est: «À quelle étape de la méthodologie l'interface utilisateur est-elle abordée? Une maquette, peut être utilisée lors du recueil des besoins». Alors effectivement, oui, une maquette peut être utilisée lors du recueil des besoins. Je reviens un tout petit peu en arrière. En fait, pour la effectivement, cette notion de maquette va pouvoir être abordée à ce moment-là. On va définir les objectifs de la data science. Vous voyez, on a mis en bas ce fameux data product. C'est un peu sous quel format on va livrer la data finale, qui va du coup être utilisée par le business. D'accord? Donc cet objectif, cet objet-là, il est à mon avis, il est précisé ici, heu, mais effectivement, c'est défini par le business et donc une maquette, donc ça peut être effectivement un fichier Excel, ça peut être un outil BI, ça peut être une API qui va être appelée par un site interne, peu importe le site que vous voulez utiliser, ça peut être une web app. Donc effectivement, ça va être, défini ici et ça va être important pour que l'équipe de data science à ce moment-là, en fait, package correctement la donnée de sortie. Voilà. Bon, j'espère que ça répond à la question, sinon n'hésitez pas à rebondir dessus. Hem, Pour te compléter en un mot, en mmh, effet, on peut avoir même des UX designers qui rentrent dans la danse, entre guillemets, à cette étape de projet, pour réussir en effet à designer les maquettes, quelle sera la solution finale. On peut imaginer un dashboard BI type Power BI, ClickSense ou autre. On peut imaginer une web app, on peut imaginer, on avait mis quelques exemples dans la slide précédente. En effet, il va falloir aussi se dire à quoi sert ma donnée mmh. prédite, si on parle encore une fois de prédiction de données, et comment je vais l'utiliser. On espère, Nicolas, que ça a répondu à la question. Je t'en prie. Donc ouais, pour continuer, donc on va faire un nouveau focus là sur la partie de l'identification et la qualification des données. Là, on est toujours dans l'étape de cadrage, hein, heu, sur la partie cadrage, du coup, la data science. Hem et donc alors, pour commencer le focus, donc la première étape, ça va être effectivement de lister les données disponibles pour atteindre l'objectif et on va essayer aussi d'obtenir des extracts, donc des extraits, pardon, de ces données-là. On va voir après en quoi c'est utile. Et une fois qu'on a identifié cette liste, la liste, elle est non restrictive. Il ne faut pas hésiter là à aller chercher des données qui, éventuellement un peu saugrenues, qui paraissent un peu loin du sujet. Il faut les lister et on va les qualifier juste après. Et donc, dans deuxième étape, on va essayer de comprendre et de qualifier la donnée. Heu, et donc pour ça, on va utiliser un peu des critères, justement pour, de pertinence. Un premier critère de pertinence, c'est évidemment la disponibilité. À quelle fréquence j'ai ma donnée? On comprend bien que si je veux faire un modèle de prédiction, qui me prédit les problématiques tous les mois et que ma donnée est disponible annuellement, mais aussi pertinente qu'elle soit par ailleurs, elle ne va pas être utile pour le projet. Est-ce qu'elle est facile ou pas d'accès? Si elle est déjà disponible dans une base de données bien rangée, c'est plus simple que si elle est, répartie dans des documents que je dois, aller récupérer et scanner. Bon, évidemment. La disponibilité au travers du temps. C'est-à-dire que certaines données sont générées par des systèmes. Si un système venait à disparaître, dans les années qui viennent du fait de la stratégie, de la roadmap IT de l'entreprise, je peux, par exemple, dire que je peux écarter certaines données qui ont en fait qui ont une date de péremption et qui ne seront plus disponibles dans 3 ans. Heu, donc ça, c'est la disponibilité. Hyper important et c'est vraiment le premier truc à regarder. Les volumes, quelle quantité de données ça représente, combien de enfin la size en termes de mégaoctets, hein, heu, ça représente. Quelle est la couverture de ma donnée? Est-ce que ça couvre tout ou partie de mon problème? Si je reprends par exemple tout à l'heure, mon problème de voiture, si j'ai des données que sur les SUV parce qu'il y a un système installé dans les SUV qui est pas installé dans les citadines, bon, ben, je vais avoir moins d'intérêt à utiliser cette donnée puisqu'elle ne couvre qu'une partie de mon problème. Bon. Est-ce que c'est pertinent d'un point de vue business?
Donc ça, c'est est-ce qu'on pressent ou pas que la donnée a un intérêt pour notre problématique? Donc là, il y a un peu de l'intuition aussi, hein. Faut pas, tout n'est pas forcément, la partie un peu plus, je dirais, scientifique interviendra justement dans l'EDA à la fin. Le coût de ma donnée, est-ce que ma donnée me coûte quelque chose ou pas? Sur mon problème de voiture, je vais pouvoir acheter à différents organismes éventuellement des prévisions de vente, des prévisions de marché, à l'échelle internationale, mais ça va avoir un coût. Donc est-ce que, ça, il faut le prendre en compte. Quel est le volume? Alors le volume, pourquoi ça intervient dans le coût? Plus la donnée est conséquente en mégaoctets, plus ça va me coûter cher en entraînement et en run après pour faire tourner les modèles. Donc là, le volume peut être aussi un paramètre de décision, d'exclure certaines données trop volumineuses parce que ça va coûter trop cher. Et enfin, je vais mener un travail donc d'EDA, donc Exploratory Data Analysis en anglais. Et donc ça, à quoi ça sert l'EDA? L'EDA, ça sert à avoir une meilleure compréhension de ma donnée. Je vais faire des analyses statistiques pour essayer de la comprendre, toujours. Je vais faire des analyses de qualité, regarder si j'ai des trous, si j'ai des erreurs dans mes données. Quel est mon niveau de complexité? Une donnée très complexe va être plus dure à processer en data science et donc ça va être de la donnée un peu plus difficile à utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais l'effort est plus conséquent en tout cas. Ce qu'on appelle le pouvoir explicateur de la donnée. On va en retoucher un mot, ça, juste après. Est-ce que j'ai des biais dans ma donnée? Est-ce que j'ai des alors les outliers, c'est les données extrêmes. C'est des données un peu, enfin voilà, qui sont en dehors un peu de la norme de mes données. Quelle est ma distribution de données? La distribution de données, ça va être super important. Par exemple, sur mon problème de voiture, toujours, si j'ai très peu de voitures jaunes, très peu de données sur des voitures jaunes et que je veux prédire faire des prévisions de vente sur les voitures jaunes, ça va être un peu compliqué peut-être de prédire les prévisions de vente des voitures jaunes puisque j'ai très peu de données. Toujours, ça, c'est le sujet data distribution. Est-ce que j'ai des données, des périodes significatives? Là, par exemple, on peut tout de suite penser au Covid. Évidemment que sur un problème de prévision de vente, je vais avoir une période un peu bizarre au moment du Covid et un peu après. Est-ce que j'ai des data drift, donc c'est des tendances ou des dérives dans mes données qu'il faut que je prenne en compte. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est un peu pour quand même, elle commence à être relativement complète sur ce qu'est le DA. Bon, et du coup, toute cette phase, à quoi elle sert? Quelle sortie j'attends? À la fin, j'ai hiérarchisé ma donnée, donc j'ai listé et hiérarchisé toutes mes données par niveau d'intérêt pour mon projet et j'ai aussi acquis de la connaissance. Et donc voilà quel est un peu l'objectif de cette phase d'identification et de qualification des données pendant mon cadrage qui est hyper, qui est un sujet, une phase en fait hyper importante, pour les data scientists. Je vais juste vous faire un petit focus pour que ce soit un peu plus concret sur l'EDA. Donc je vais vous montrer 2 exemples assez basiques, peut-être que vous les connaissez déjà, voilà. Mais donc, premier exemple, par exemple, sur la sujet de distribution. Donc qu'est-ce que c'est la distribution? C'est regarder comment sont réparties mes données. Un outil pour faire ça, c'est un histogramme, c'est assez simple. Donc là, vous voyez, j'ai mes barres bleues, heu, qui représentent en fait une fourchette de prix. Plus la barre bleue est haute, plus j'ai eu de ventes dans cette fourchette de prix. C'est assez simple à lire. Vous pouvez ignorer la ligne bleue, c'est encore autre chose. Je ne vais pas en parler. Donc là, qu'est-ce que je tire de ce graphique? Bon, ben, les voitures qui se vendent le mieux sont entre 20 et 25 000 €. Bon, ça, on pouvait s'y attendre. Les voitures, vous voyez qu'à partir de 50 000 €, par contre, il y a beaucoup moins de ventes de véhicules. Ça, à nouveau, intuitivement, c'est un élément marché qu'on pouvait pressentir. Concrètement, pour mon projet, là, qu'est-ce que je vais retenir de cette analyse? Donc, je retiens que le prix des véhicules a un impact fort sur les volumes de vente. Donc, le prix est une donnée pertinente pour prédire mes volumes de vente. Donc, je vais utiliser le prix comme une donnée d'entrée de mon modèle de vente, surtout que le prix, c'est facile à obtenir. Je l'ai a priori, on va l'avoir dans le CRM, enfin, en tout cas dans les documents de vente de mes voitures. Donc, voilà, assez simple, mais vous voyez qu'en fait, assez vite, on peut tirer des conclusions. Maintenant, un exemple un peu plus compliqué, on va parler de corrélation. Donc, la corrélation, c'est quoi? Ça se définit comme étant
de combien 2 informations sont liées entre elles. D'accord? C'est mon indice de corrélation, il va définir ça. À quel point 2 données sont liées entre elles. Et c'est entre -1 et 1, le chiffre de corrélation. Quand le chiffre est près de 1 ou de -1, c'est que j'ai une corrélation forte, et donc j'ai une relation forte entre mes données. Elles vont être fortement liées, en fait. Quand c'est à 0, j'ai peu de corrélation et donc j'ai peu de relation entre mes données. Qu'est-ce qu'on cherche dans un projet de data science? On cherche des informations qui sont fortement corrélées à mon objectif, donc ici à mes ventes, puisque je veux des données qui sont fortement liées à mon objectif. Ces données, on dira qu'elles auront un pouvoir explicateur fort. Voilà. Donc maintenant, si je reprends mon exemple de voiture, toujours, donc on voit que j'ai pris les ventes là comme données cibles. Heu, Évidemment, mes ventes sont corrélées à 1 avec mes ventes. 2, une donnée est toujours autocorrélée à 1 avec elle-même, puisqu'elle s'explique parfaitement. D'accord? Bon, ça c'est assez basique, mais ça te permet de vérifier que tout fonctionne bien. Et ensuite, j'ai mis d'autres caractéristiques de voiture et on voit que là, j'ai des chiffres de corrélation qui sont tous bornés entre 1 et -1. Comment j'interprète ça? Si je prends par exemple ces 2 chiffres-là, donc l'empattement de la voiture, la wheelbase et sa longueur. On voit que là, j'ai des indices de corrélation à 0,3 et 0,20 et 0,23. C'est pas 1, mais c'est quand même, significativement au-dessus de 0. Donc là je peux noter que ces 2 caractéristiques augmentent les prix de la voiture. Donc ça va être des données pertinentes. À l'inverse, ces 2 facteurs-là ont tendance à baisser le prix de la voiture. Vous voyez que j'ai des indices de corrélation à -0,33, -0,37 et donc ça reste pertinent. Ça baisse le prix, mais donc ça reste pertinent. Par contre, ces 2-là en bleu, vous voyez qu'on est proche de 0, donc on va considérer que c'est pas pertinent. Et donc avec cette analyse de corrélation, je vais pouvoir identifier mes caractéristiques pertinentes et mes caractéristiques non pertinentes. Voilà. Donc voilà, on a fini, pardon, pour la partie, cadrage. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2 de notre process, le technical setup, donc le setup technique et je laisse la main, du coup, à Hugo. Merci Romain, merci pour ces explications sur la partie cadrage. Sur la partie technical setup, la première étape, ça va être tout à fait de monter l'infrastructure data, qui va nous permettre du coup de lancer le projet de data science et les fameux cycles. Ce qui est important, ce qu'a dit Romain, c'est qu'on a pris les prérequis lors de la phase du cadrage, les contraintes IT que l'on va considérer à la fois pour nos cycles, tout en pensant aussi à la picture long terme, c'est-à-dire à comment ma solution va être industrialisée derrière. Et donc après, derrière, ça va être des data lakes, probablement un data lake avec des données brutes, un sous-ensemble du coup des data marts. On n'est pas obligé d'avoir tout cet état de l'art, entre guillemets, pour faire de la data science. Mais généralement, c'est le type d'infrastructure que l'on va devoir monter. Créer le projet, setuper le code, savoir quel code on va utiliser, etc. Et après, donc avec ce volet IT infrastructure, on va aussi s'atteler à faire la data préparation, qui inclut également la collection des données. Donc en effet, si les données ne sont pas présentes, par exemple, dans mon data lake, rapatrier les données brutes dans mon data lake, faire les process de ce qu'on appelle extract, transform, load, donc transformer ma donnée en fonction des différents prérequis qui ont été posés lors de la phase de cadrage, pour pouvoir préparer l'environnement de data science pour les data scientists. Cette préparation de la donnée va être complétée en fonction des différents cycles. C'est important de le noter. Mais on va setuper ça pour lancer le projet. Donc, les inputs, pour récapituler, on a un Go projet, vous vous rappelez, dans la phase de cadrage, avec nos IT requirements et la liste des données, et on va mettre tout ça en place. Donc, on va ouvrir les accès pour la data science team, on va mettre un sizing de l'infrastructure, par exemple cloud, approprié, on va installer les librairies, on va créer les sous-ensembles de données. Et ensuite, sur la partie data source, bien évidemment, c'est le volet pipelines. Donc, on aime bien dire que les data engineers tirent des fils, entre guillemets, depuis les différents systèmes pour mettre à disposition l'information pour démarrer les cycles de R&D ensuite. N'hésitez pas si vous avez des questions une nouvelle fois, hein. Donc ça, c'était le volet. Un petit mot sur le volet préparation, setup de l'infrastructure IT. C'est un volet qu'il faut appréhender et considérer de façon très minutieuse lors de la phase de cadrage parce que ça prend du temps.
Et en effet, ça peut être aussi parfois le bottleneck pour démarrer le projet. Donc, plus tôt c'est appréhendé, plus tôt c'est sizé, plus tôt on a les IT requirements, plus tôt on prépare aussi cette tâche-là. OK. Donc là, on va faire le focus donc, sur les fameux cycles de développement. Alors nous, on s'est attelé en effet à définir cette méthodologie qui vient de pas mal on va dire, inspirée de pas mal de méthodologies, du Scrum, du Agile et d'autres méthodologies data science, bien évidemment. L'objectif, c'est de pouvoir délivrer régulièrement des résultats, les vérifier, valider des hypothèses et partir sur d'autres pistes de développement. Je peux afficher. Parfait, merci. Et donc, l'objectif, c'est toujours de coller par rapport à la performance que l'on a définie, notamment la performance business, traduite en performance technique, l'offline métrique. Et l'objectif, c'est de pouvoir réussir à prendre des décisions régulières par rapport aux résultats que l'on obtient. Donc, on implique dans ces cycles le business, comme dans la méthodologie agile, les key users sont impliqués lors des démos. On implique le business lors des revues pour pouvoir valider les résultats et se dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête parce que les résultats ne sont pas atteints ou ne vont jamais être atteints. Tu peux afficher la suite, Romain. Donc, en input, lors de notre phase de cadrage et lors de l'infrastructure setup, on aura défini des business metrics, des machine learning metrics, l'environnement de développement, les résultats précédents obtenus lors des littératures review. Donc, à l'état de l'art, sur une problématique qu'a évoqué Romain de prédiction de données, on va s'atteler à regarder quels sont les meilleurs résultats obtenus, avec quel modèle, avec quelle approche technique. Et donc, on va pouvoir réussir à définir en début de cycle le plan de développement. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2, 3, 4 semaines, avec un backlog d'activités priorisées et notre approche ML. Et donc, en output, à chaque fin de cycle, nous, on aime bien les cycles qui font au minimum 3 semaines parce qu'il faut un certain temps pour pouvoir itérer sur le sujet et pour réussir à positionner des activités dans le cycle, on aime bien les cycles de 3 semaines minimum. Et donc, à la fin de chaque cycle, on va réussir à délivrer un code, des modèles entraînés et les prédictions, les résultats, la performance offline. On va aussi capitaliser du knowledge, et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte d'historiser toutes les activités qui ont été faites pour réussir à continuer notre fameuse démarche R&D et savoir où on en est, ce qui a été testé sur quel type de données, quels sont les résultats qui ont été obtenus. Et après, on positionne les next steps. Donc, c'est-à-dire, OK, sur ce périmètre, ce sous-ensemble de la problématique, nous avons obtenu ces résultats-là. On va positionner du coup les prochaines étapes, l'approche qu'on va y mettre, un nouveau backlog pour démarrer un nouveau cycle ensuite derrière. Je te laisse faire le petit focus, Romain. Yes. Ouais, donc effectivement, ici, on parle d'activité data science, là. Donc effectivement, là, on va faire un petit focus là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on entend par activité de data science? Donc, on peut faire beaucoup de choses, en fait, pendant ces cycles. Là, l'idée du focus, c'est quand même de se dire qu'il faut essayer de s'ouvrir l'esprit s'ouvrir les idées sur le fait que j'ai plein de pistes à explorer à ma disposition et nous, on est convaincus que c'est important à chaque cycle de se reposer la question de savoir: «OK, quelles sont mes options, et lesquelles je priorise?» et de ne pas rester enfermé sur un seul axe de recherche. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce focus. Donc on a une première famille d'activités qui va plutôt être autour des modèles et donc de l'expérimentation autour de modèles. Et donc là, ça va consister à quoi? Ça va consister à tester des modèles, faire des recherches autour de mes hyperparamètres, faire de la feature sélection. Voilà. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais ça vous donne un peu une idée. D'accord? Ça, c'est plus l'approche modèle de la data science. Et ensuite, je vais avoir une deuxième grande famille d'activités qui va plutôt être des approches dites data. Et donc là, je vais essayer de travailler mes données pour les rendre plus interprétables et plus fines pour, en tout cas, plus pertinentes pour mes modèles. Donc là, je vais pouvoir faire du nettoyage de données, du nettoyage de données de plus en plus fin. Je vais pouvoir repréparer mes données de façon différente. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du feature engineering. Donc, essayer à partir de mes données existantes de créer de nouvelles données plus pertinentes pour mes modèles. Pouvoir faire ce qu'on appelle de la data augmentation. Donc ça, c'est un terme anglais, c'est notamment très utilisé dans les images.
C'est comment à partir d'un jeu de données d'entrée, je crée de nouvelles données, heu, tournant mon image, floutant mon image, changeant un peu les couleurs pour en fait, en partant d'un certain nombre de données, en avoir en fait, fois 5 ou fois 10. Sachant que ça, c'est particulièrement adapté pour la partie analyse d'image, voilà. Où je vais pouvoir donc ça, c'est tout un travail que je peux faire sur mes données existantes, ou alors je vais pouvoir faire un travail sur de nouvelles données. Donc aller collecter, labelliser de nouvelles données, par exemple, et refaire de l'EDA sur ces nouvelles données. Et donc ça, en fait, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'identification et l'analyse de données. Peut-être que dans mon identification et pendant donc dans cette phase plutôt qu'on a fait pendant le cadrage là, d'identification et d'analyse, peut-être que je suis passé à côté de certaines données ou que j'ai volontairement laissé de côté certaines données. Ben là, je peux revenir dessus en cours de cycle, en cours de projet, pardon, après 2 ou 3 cycles en me disant: «Ah non, mais en fait, cette donnée-là pourrait être pertinente» et je reviens dessus. Et voilà, il ne faut pas y avoir peur d'être itératif, de laisser des choses de côté et de revenir dessus plus tard. Donc voilà, pour la partie activité data science, pensez à bien considérer toutes les options que vous avez à votre disposition et à ne pas vous enfermer dans des pistes. C'est l'intérêt des cycles aussi, c'est que ça permet d'itérer. Et donc là, voilà, pour, cette phase du bas, on parle d'approche data, de la data science et les 2 sont pertinentes, approche modèle, approche data. Hem, Merci Romain pour ces ouais. précisions. Du coup, donc, bon, c'est un résumé, on l'a pas mal évoqué, donc je pense, Romain, tu peux tout afficher. C'est pourquoi, en fin de compte, on fait des cycles de développement, c'est un résumé. C'est d'avoir cette approche itérative, comme vous l'avez compris, pour expérimenter, valider des pistes de R&D, avoir une meilleure productivité aussi, éviter ce qu'on appelle dans les méthodes cycle en V l'effet tunnel, bien évidemment, et ne pas savoir où on atterrit à la fin. Donc, si on se borne en fait sur un périmètre donné en début de cycle, ben, on relève les compteurs à la fin, entre guillemets. Euh, Comme vous l'avez compris aussi, un paradigme important, et ça, c'est vraiment clé dans ce type de projet, pour les équipes que vous allez impliquer, hein, même sur la chefferie de projet, c'est qu'on n'est pas sûr de là où ça va nous mener. Et à l'état de l'art, sur ces données de là, dans ce papier de recherche, dans telles conditions, ils ont obtenu tel résultat, par rapport à vos données, vous ne savez jamais quels sont les résultats que vous allez obtenir. Et donc, d'avoir des cycles de développement, ça permet d'avancer petit à petit et d'arrêter si besoin, parce que les données ne sont pas suffisamment convenables. Et donc, nous, on s'attelle, en effet, dans nos approches agiles, dans cette approche cycle R&D, de reprendre des bonnes pratiques de l'agilité et d'autres méthodologies encore, avec du livrable régulier, des démos où on montre graphiquement les résultats, une organisation en petite équipe, avec le Data Science Project Manager qui joue le rôle de Scrum Master PO, et les Data Scientists qui jouent le rôle des développeurs. Et parfois, enfin, on implique aussi des Data Engineers. Pardon. Voilà, les différences, bien évidemment, c'est le backlog qui est construit par les Data Scientists. Et voilà, et le backlog est construit d'expérimentation en fin de compte, et non pas de user story. On peut le traduire en user story, mais en user story de développement à proprement parler. Alors, sur la partie donc cycle, de la même manière, tu peux tout afficher. On a 3 teams principales. L'équipe de développement, l'équipe produit, on va dire, donc qui reprend, voilà, l'équipe composée du product owner plus du data scientist leader. Et après, les business stakeholders. Et en fait, là, on vous a mis un exemple, un focus de ce que peut être un cycle de R&D, de data science, avec une partie, comme vous le voyez, 2 semaines et demie de développement, une partie concaténation des résultats, préparation des analyses pour la restitution au business, qui est hyper importante. Et donc, dans cette phase de production, on va faire du data cleansing, feature engineering. Ça, Romain l'a expliqué. On peut avoir 2 grands pans de développement, mais voilà les activités que l'on retrouve principalement. On fait des revues régulières de l'avancement du projet avec des daily meetings. Là, on revoit des principes de l'agilité. Et on a des technical reviews weekly, donc à la semaine, qui permettent du coup de revoir là où on en est, relever les compteurs. Et si besoin, bien qu'on ait posé un backlog en début de cycle, on essaie de s'y tenir, mais on peut avoir bien évidemment quelques ajustements. Ça fait partie du bon sens de la gestion de projet. Sur la partie déploiement, Romain, Effectivement, je te ouais, laisse finaliser. yes. Donc effectivement, sur la partie déploiement, là, on va s'atteler du coup,
Donc effectivement, là, on vient d'avoir le go, de nos cycles. Donc on a à disposition un modèle, entraîné, les données d'entrée du modèle et donc là, on va maintenant s'attacher à automatiser tout ça et à s'assurer à ce qu'il soit bien piloté. Donc la première étape, ça va être l'automatisation des pipelines de données, de la prédiction et de la scalabilité de mon modèle. Si il doit, supporter si c'est un modèle en ligne, utilisé par potentiellement beaucoup de clients, je vais devoir gérer la scalabilité. Si c'est un modèle interne, la scalabilité sera peut-être moins un enjeu, mais bon, il faut quand même, en tout cas, se poser la question. Je vais avoir un sujet de mettre en place du monitoring de mes modèles. Heu et de mes données d'entrée évidemment aussi. C'est-à-dire que, les 2 doivent être suivis pour s'assurer, donc à la fois de la bonne performance de sortie, mais aussi que mes données d'entrée sont toujours aussi qualitatives qu'avant. Et éventuellement, ça c'est une option, mettre en place de l'entraînement continu, de l'apprentissage continu. Ça, c'est surtout lié au fait, éventuellement de mes données qui peuvent, diverger avec le temps. Sur notre problématique de prédiction de mes ventes de voitures, souvent l'entraînement continu sur les problématiques de prévision de vente est mis en place. Puisque j'ai mon contexte économique qui va changer dans le temps et donc je vais devoir réentraîner mon modèle régulièrement. Donc l'entraînement continu est important dans notre exemple, par exemple. Donc voilà, je reprends rapidement, mais donc en déploiement ici, je vais partir du pipe, bout en bout de mon modèle entraîné, de mon architecture cible, des datas, à utiliser dans le modèle final et donc je vais mettre en place, ma collecte de données automatisée, la préparation de données automatisée, la prédiction pareil. Je vais mettre en place la performance continue, donc oui, ça je ne l'ai pas dit, à la fois de mon modèle de ma métrique online et de ma métrique offline. Ça, c'est très important puisqu'on ne monitore pas que les modèles de data science, on monitore aussi la performance business qui va avec, d'accord? Et donc mes cycles, de réentraînement de mes modèles. Là, cette partie-là, on est allé très vite. Ça rentre dans ce qu'on appelle plus largement le MLOps. C'est un sujet très large, qui n'est pas le focus d'aujourd'hui. Et c'est un sujet très large qui mériterait presque une autre masterclass, dédiée. Voilà, donc on ne va pas en parler beaucoup plus. On a ici mentionné je dirais les aspects clés du MLOps, l'automatisation, la scalabilité, le monitoring, l'apprentissage continu. Voilà, c'est un peu les grandes thématiques clés du MLOps. Voilà, et on pourrait en dire beaucoup plus, mais aujourd'hui, ce n'est pas le focus. Donc ça, c'est un peu après le déploiement même. C'est-à-dire, j'ai déployé et maintenant j'ai la partie vraiment run de mon modèle où je dois le suivre en continu. Hem, voilà, donc on arrive à la conclusion. Donc en conclusion, on a relisté un peu les facteurs clés de succès. Hem, donc les 3 premiers, je les affiche, ils vont vraiment ensemble, mais on s'est dit strong sponsorship. Donc vraiment, il faut que j'ai un soutien fort de mon management et de l'ensemble de mes parties prenantes. Ça, c'est extrêmement important dans un projet. Que j'ai aligné mes objectifs business et les objectifs data du projet. Que tout le monde se soit bien compris et bien entendu. Et pour s'assurer que ça se soit atteint, je fais des synchronisations, donc des revues systématiquement avec les équipes data et les équipes, et les autres équipes des parties prenantes, donc souvent le business. D'accord? Et il faut que tout ça, soit maintenu tout au long du projet. Il s'agit pas de On a beaucoup insisté là-dessus, surtout sur la partie, cadrage et donc c'est notamment important pendant le cadrage. Ça continue d'être important par la suite. Donc voilà. Je dois avoir un sponsorship fort au départ, il faut que j'aligne mes objectifs et je fais des revues pour m'assurer que le sponsorship dure dans le temps. Voilà. Et si on continue maintenant. Alors, en effet, bien évidemment, avoir les bonnes personnes autour de la table, des bons data scientists, des ML engineers en fonction de la complexité de l'organisation, des data analysts en amont pour recueillir le besoin, aider le data science project manager. Bref, monter une équipe, et sans parler de la partie ops également, hein.
tout le volet maintenance en conditions opérationnelles, où ça fait intervenir plutôt des profils Ops. Les bonnes données, soit internes à mon organisation, et on voit en effet que la maturité des organisations, beaucoup d'organisations sont aussi à ce niveau-là, de se dire, OK, il faut d'abord que mes données soient centralisées, collectées, convenablement bien nettoyées, les bonnes infrastructures qui me permettent de faire des pipelines effectifs pour pouvoir ensuite faire de la data science. Une méthodologie qui soit itérative, on vous en a présenté une. Elle doit être adaptée à chacune des organisations, à chacun de nos clients, nous en l'occurrence, quand on fait de la prestation de service. Mais voilà, réellement, il faut construire cette méthodologie-là. Une méthodologie cycle en V dans le monde de la data science, ça ne peut pas marcher, clairement. Et ensuite, bah, on l'a déjà évoqué, Ready IT Infrastructure. Donc voilà, les principales clés pour mener à bien un projet de data science convenablement. On arrive à la fin, à la conclusion, on essaie de tenir le timing d'une heure. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur la présentation, sur les différents éléments qui ont été présentés. Merci à tous pour votre participation. C'est un sujet en effet qu'on a orienté avec Romain assez généraliste, à la fois pour les populations techniques, à la fois pour des populations business, chefferie de projet, des personnes dans les directions transformation. C'est le but. Demain, on pourra faire, moi je dis demain, donc ultérieurement, on pourra faire en effet des focus sur la partie MLOps ou modélisation ou cycle. Ce sera des sujets un peu plus techniques. Pour présenter, quand même, voilà, ça, ce type d'intervention, ça rentre quand même dans les objectifs de Nextra, qui est de construire un écosystème solide d'intrapreneurs, entrepreneurs. Et ça, on le fédère avec notre académie. Donc, cette activité-là fait partie de notre académie. On fait des formations sur mesure. On a du contenu en ligne. On vous invite à vous connecter en ligne sur notre site internet ou à suivre notre page dédiée pour pouvoir réussir à avoir de plus en plus de contenu. Ça va en faire partie. On va démultiplier ça. On fait également des clubs. On fait également des séminaires, plutôt pour des top management ou opérationnels. Et notre cœur de métier, avant tout, c'est la partie consulting. On se positionne comme un d'innovation, mais avant tout, on fait du consulting. Donc, on a accompagné aujourd'hui un peu plus de 50 projets pour 40 clients différents. Donc, voilà. Sur le volet data et autres, sur des volets aussi transformation autres. Donc, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur tout ce qu'on a partagé. Vous n'hésitez pas, vous avez mon adresse email qui s'affiche. Et on se tiendra au courant. Ce contenu sera diffusé du coup sur notre académie et on vous enverra également le lien pour vous y connecter individuellement.